La France est un pays d'Europe de l'Ouest et dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les villes de ce pays et leurs problèmes. Cette vidéo fait suite à celle sur les villes nord-américaines et les villes soviétiques. Je comptais à l'origine faire un épisode sur les villes d'Europe de l'Ouest, mais je me suis rendu compte que chaque pays avait des politiques trop différentes pour qu'on puisse réellement les mettre dans un même groupe. Ainsi, même si les villes françaises partagent de nombreux points communs avec les villes espagnoles, italiennes, britanniques ou allemandes, elles sont différentes. Il suffit de regarder des images satellites pour s'en rendre compte. Par exemple, dans les villes espagnoles, ici à Lérida, on peut remarquer que le continu urbain s'arrête net. On passe d'un urbanisme avec des immeubles d'habitation à la campagne. Alors que si je regarde la ville de Carcassonne, on passe d'un urbain dense à un urbain pavillonnaire avant de passer à la campagne. C'est un premier point à prendre en compte pour la ville française. Et on peut déjà se poser plusieurs questions sur ces villes. Pourquoi cet étalement urbain et pas ailleurs ? Pourquoi les grands ensembles se sont transformés en ghettos ? Pourquoi il y a des entrées de ville très commerciales ? Tant de questions qui permettent de se rendre compte à quel point les villes françaises sont si uniques. On va voir tout cela dans différents chapitres. Modèle. Premièrement, à quoi ressemble une typique ville française ? En premier lieu, nous avons une vieille ville médiévale. Le plus souvent, cette vieille ville était entourée de remparts pour se protéger de l'envahisseur. Évidemment, ça ne concerne que les villes de France métropolitaine. Ensuite, il y a une extension de la ville qui s'est faite après le Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. Cette extension rejoint la gare ferroviaire, le chemin de fer ayant tendance à éviter les centres-villes à l'époque. Il y a eu ensuite un gros étalement urbain depuis la seconde moitié du XXe siècle, avec la création de zones industrielles qui sont devenues des zones commerciales, souvent en entrée de ville, avec le développement de quartiers pavillonnaires et parfois à partir de centres urbains préexistants, et aussi avec la création de grands ensembles d'habitations. Voilà à peu près le bâti d'une ville française. On peut y rajouter les infrastructures de transport, en plus de la ligne de chemin de fer, il y a des autoroutes ou voies rapides, et on trouve aussi un aéroport. Cette ville, c'était Bourges, mais le schéma s'applique à de nombreux autres cas. D'ailleurs, la commune de Bourges correspond à ce territoire. Cela signifie qu'on a du continu urbain dans 3 autres communes voisines. La commune centrale compte 64 000 habitants, environ. On peut y en ajouter 18 000 avec les 3 communes voisines. Municipalité. En France, on compte environ 35 000 communes. L'Italie et l'Espagne comptent 8 000 communes chacune, et il y en a environ 10 000 en Allemagne, ce qui signifie qu'il y a beaucoup trop de communes en France. Comparons Fribourg en Allemagne et Mulhouse en France, 2 villes voisines. La commune de Fribourg correspond à ce territoire qui compte 150 km². On peut voir que le continu urbain est presque entièrement dans la commune. Il y a juste 2 petits bouts qui dépassent au nord et au sud. La commune compte 231 000 habitants, on peut lui rajouter 17 000 habitants avec les 2 communes voisines qui font partie du continu urbain, soit environ 250 000 habitants pour l'unité urbaine. Du côté de Mulhouse, la commune n'intègre qu'une partie de l'unité urbaine. La commune a une superficie de 22 km² seulement, soit presque 7 fois moins que Fribourg. La commune centrale compte 108 000 habitants, et toutes les communes autour intégrées dans l'unité urbaine font 105 000 habitants, soit un total de 213 000. C'est un impact significatif. En Allemagne, la ville est majoritairement intégrée dans une seule commune, là où en France, la moitié de la population urbaine est située dans des communes de banlieue. Cette multitude de communes entraîne des complications administratives pour les politiques urbaines. C'est pourquoi les communes intègrent le plus souvent des communautés de communes et répartissent cette gestion. Cette complication multicommunale concerne aussi bien les petites villes comme ici Belfort, les villes moyennes comme ici Dijon, ou même les grandes villes comme ici à Lyon, où il n'y a aucun moyen de différencier la limite entre 2 communes. Elle est ici et sépare la commune de Lyon de celle de Villeurbanne. Étalement urbain. La France étant un pays plutôt grand en Europe, avec une densité moindre en comparaison avec l'Allemagne ou l'Italie, a été plus permissive sur l'étalement urbain. C'est surtout après les années 1960, dans l'euphorie du tout-voiture, que la France commence à s'étaler, construisant de nombreux pavillons de banlieue, imitant le modèle états-unien. À Bourges, on peut facilement voir l'évolution urbaine. Avec les images aériennes d'archives, on peut voir à quoi ressemble Bourges en 1959. L'unité urbaine est ici, en 1959, et là on trouve un petit village en bordure de ville. Ce petit village s'appelle Saint-Germain-du-Puy. Je suis allé voir les statistiques démographiques. Cette petite commune comptait 1002 habitants en 1861. Un siècle plus tard, la commune compte 1047 habitants en 1962. En un siècle, le village n'a pas vu sa population évoluer. La population n'a fait que baisser, réaugmenter, baisser à nouveau, augmenter à nouveau, tout en stagnant autour des 1000 habitants. Théoriquement, la population a dû subir à la fois l'exode rural et à la fois une bonne natalité pour compenser les pertes. Là où ça devient intéressant,
c'est dans les 20 années qui suivent. Le village atteint les 5000 habitants en 1982, et en 2019, le village est resté à 5000 habitants depuis 40 ans. Donc pendant un siècle, le village stagne à 1000 habitants, en 20 ans, il voit sa population être multipliée par 5, puis il continue de stagner pendant 40 ans. On voit bien la différence sur les images aériennes, entre 59 et le début des années 2000, où un gros village apparaît d'un coup. Ce type d'urbanisme périurbain concerne de nombreux villages périphériques aux grandes villes. On peut même remarquer que les quartiers prennent la forme des anciens champs. Depuis les années 2000, un nouveau quartier a vu le jour, mais la population n'a pas augmenté. Dans des villes plus grandes, on trouve des quartiers entiers apparus au milieu de nulle part. Le petit village de Balma, dans la banlieue de Toulouse en 1954, puis le voici en 2019. Ici la petite route à Ézines, à côté de Bordeaux, en 1956 il n'y a rien. Puis voilà en 2019, avec toute l'urbanisation et l'autoroute, la période phare de l'urbanisation du territoire français est la période allant de 1962 à 1968. Elle correspond à l'arrivée de l'automobile et la volonté d'un meilleur cadre de vie de la part des Français. Sur une période de 6 ans, le territoire urbain français a augmenté de 40%. Dans les années 1970, ce sont surtout les villages du périurbain qui sont envahis par les urbains. La question c'est, pourquoi il y a eu cet étalement urbain en France à partir des années 60 ? Il y a 3 raisons. Première raison, la ville a mauvaise réputation et on fait la promotion du mode de vie à l'américaine, c'est-à-dire celui d'avoir une voiture et de pouvoir vivre loin des centres-villes. Cette raison, elle concerne aussi des pays comme l'Allemagne ou l'Italie. Deuxième raison, la France cherche à se désengager de la construction de logements. Ce désengagement concerne aussi les autres pays d'Europe, mais en France, le plan épargne-logement voit le jour en 1969. C'est une aide de l'État pour inciter les habitants à accéder à la propriété et aussi à construire. Troisième raison, le grand nombre de petites communes juste à côté des pôles urbains, ces dernières ont toujours cherché à attirer des habitants, quitte à se transformer en ville dortoir. Aujourd'hui, cet idéal de la vie en périurbain est contesté, d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue social. Il est question depuis récemment d'un abandon de ces villes par l'État, qui ne sont plus en adéquation avec les valeurs promues par les métropoles. La crise des Gilets jaunes, qui a touché la France en 2018 et 2019, est révélatrice de cette scission, qui s'est créée entre la France du périurbain et celle des métropoles. On peut même le voir avec les résultats aux élections présidentielles. Je vais prendre un cas d'école. La commune de Montpellier a voté à 40% pour la France Insoumise, un parti de gauche. Par contre, dans les communes voisines, c'est presque toujours l'extrême droite qui est arrivée en tête, et la gauche fait rarement plus de 20%. Centre-ville. En 1963, Carrefour ouvre son premier hypermarché de banlieue à Sainte-Geneviève-des-Bois. Il invente ce qu'on appelle un centre commercial à la française, c'est-à-dire un centre commercial avec un hypermarché qui domine et des petites boutiques autour. D'autres hypermarchés de ce modèle voient le jour dans les années 60. En 1969, Anglo les Géants, dans la banlieue de Lille, est le premier à avoir une galerie commerciale en plus, ce qui en fait le premier vrai centre commercial français, même si le premier véritable complexe est Cap 3000 à Nice la même année. Il va y avoir de nombreux hypermarchés en France construits dans les années 60 et 70, tous en banlieue, bien évidemment, puis à partir de 1975, il y a un changement majeur, apparaissent les premiers centres commerciaux de centre-ville. Le premier est à Montpellier en mars, c'est Polygone, il a pour objectif de revaloriser le centre-ville en commerce. Mais la même année, c'est aussi la Part-Dieu à Lyon qui voit le jour. Et là, le centre commercial s'inscrit dans une volonté de renforcer l'hypercentre de Lyon. Considéré à son ouverture comme le plus grand d'Europe, il s'inscrit dans le processus de faire de Lyon une métropole d'équilibre. Politique nationale qui n'a pas tenu longtemps et qui voulait faire de 8 villes françaises de grandes métropoles qui doivent concurrencer Paris. Dans tous les cas, la Part-Dieu à Lyon ou même le Polygone à Montpellier ont lancé une politique de restructuration des centres-villes pour les rendre plus dynamiques, plus attractifs. En 1972, la rue du Gros Horloge à Rouen devient la première rue piétonne de France, en s'inspirant des Pays-Bas. D'abord très inquiets, les commerçants se sont rendus compte avec les années de la plus-value qu'offrait la piétonisation. Cette dernière a envahi les différentes villes françaises. Par exemple à Montpellier, où l'écusson historique est piétonisé, puis la place de la Comédie en 1986, vu que cette place était un axe routier en forme d'œuf, d'où son surnom de place de l'œuf, un tunnel souterrain a été construit en 1985. Ce qui a aussi grandement chamboulé les centres-villes français, c'est l'apparition de transports en commun. Nantes a fait un choix original en 1985, elle a décidé de construire une ligne de tramway. Grenoble suit le pas en 1987. Ces deux villes sont les deux premières villes françaises à relancer le tramway, sous sa forme moderne. Le tramway moderne est le symbole de la lutte contre la voiture dans le centre-ville. Et aujourd'hui, les grandes villes françaises tentent par différents moyens d'éloigner les voitures, de créer des zones piétonnes et de développer des lignes de tramway. Et tout cela donne une image très positive de ces centres-villes. Mais il y a surtout une gentrification.
La gentrification, c'est l'embourgeoisement de certains quartiers, autrefois délaissés. Ces quartiers prennent de la valeur et participent à créer un fossé entre le centre-ville, toujours plus dynamique, et les banlieues pavillonnaires, toujours plus délaissées. On construit des pistes cyclables au nom de l'écologie, mais seuls les plus riches qui peuvent vivre dans les centres-villes pourront en bénéficier. On crée des axes de moins en moins praticables, et c'est toujours les gens provenant des banlieues qui subiront les embouteillages. On met en place des critères pour lutter contre les voitures polluantes, mais ils ne font qu'inciter à acheter des véhicules plus chers, et participent donc à une fracture entre riches et pauvres au nom de l'écologie. Grands ensembles. Cependant, s'il y a bien une véritable fracture bien connue dans les villes françaises, c'est celle des grands ensembles. En Italie ou en Espagne, les directives politiques ont privilégié la construction de petits immeubles, mais en grande quantité. On trouve de nombreuses barres d'immeubles, mais à taille humaine. En Allemagne, c'est pareil, on trouve de grands quartiers qui sont des cités-jardins, mais les immeubles sont de petite taille. La France a dû construire des logements en urgence pour prévenir à la fois l'exode rural, mais aussi le rapatriement des Français d'Algérie. 800 000 citoyens français doivent quitter l'Algérie pour aller en France pendant une période très courte. Ça peut paraître beaucoup, c'en est presque ridicule face à l'Allemagne qui a dû rapatrier 12 millions d'Allemands provenant d'Europe de l'Est. Les constructions ne sont pas faites à la même échelle entre l'Allemagne et la France. En France, c'est donc quelques quartiers sporadiques qui sont des grands ensembles. Mais les immeubles sont gigantesques, ce sont deux grandes tours, des barres d'immeubles immenses, il y a souvent un ou deux quartiers du genre par grande ville. À partir des années 1970, les classes moyennes ont délaissé les grands ensembles pour les maisons individuelles. C'est les populations les plus pauvres qui y sont restées, puis le plus souvent des populations immigrées et leurs descendants. Ce sont devenus des ghettos. Dès la fin des années 70, les grands ensembles, appelés cités, font parler d'eux pour leur violence urbaine. Les émeutes de Vaux-en-Velin en 1981 sont les premières à être véritablement médiatisées. Puis à partir du début des années 90, ces émeutes sporadiques voient le jour dans différentes banlieues de Lyon et surtout de Paris. Il y a, chaque année, une nouvelle émeute de plusieurs jours qui agite un quartier, une cité. De plus, la banlieue arrive au centre de toutes les attentions. Elle est médiatisée, fantasmée, elle devient un sujet majeur du cinéma, dont le film La Haine en 1995 en est le symbole. Un film sur la banlieue fait par des gens qui n'en viennent pas, pour des gens qui n'en viennent pas non plus. Les plus grosses émeutes ont lieu en 2005 et ont concerné toute la France cette fois-ci. Parties de la banlieue nord-est parisienne, elles ont touché toute la banlieue parisienne, puis de très nombreuses villes de province, pour la première fois. Des villes comme Rennes, Rouen ou Toulouse par exemple, tout ayant de grands quartiers du genre. Conclusion. Les villes françaises sont des villes à grande inégalité. Elles représentent à la fois le petit monde parfait des centres-villes qui sont bourgeoises, avec des rues piétonnes et des pistes cyclables, tout en étant extrêmement bien desservies par les transports en commun. De l'autre côté, on trouve de grands quartiers pavillonnaires de la France périurbaine qui se sentent de plus en plus rejetés, et de l'autre encore, de grands ensembles en crise depuis des années. Depuis récemment, de faibles solutions sont trouvées. Détruire les grandes tours, car elles symbolisent une époque révolue, tenter de faire des zones franches pour inciter l'embauche dans ces quartiers, mais surtout tenter de construire des quartiers à mixité sociale. Venu de Suède, le principe d'écoquartier est devenu la nouvelle mode en France depuis les années 2000. On construit des immeubles qui accueilleront à la fois des propriétaires et à la fois des logements sociaux. Mais on ne sait pas si, sur le long terme, ces quartiers vont réussir à maintenir artificiellement cette mixité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous et mettez un pouce bleu, ça permet de soutenir la chaîne.